3 semaines après le début des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, une question se pose. Est-ce que c'est tout? Sommes-nous en train d'assister au début de la Troisième Guerre mondiale? La réponse courte est probablement non, mais les marges sont plus étroites que la plupart des gens ne le pensent, et elles se réduisent chaque jour. C'est déjà plus vaste que l'Iran. Cela peut donner l'impression que le conflit concerne uniquement Israël, l'Iran, les États-Unis et peut-être certains pays du Golfe, mais ce n'est pas toute la réalité. Certes, la Russie n'envoie pas de troupes et la Chine n'envoie pas de navires de guerre, pourtant toutes deux sont bel et bien impliquées dans cette guerre, simplement pas de la manière à laquelle la plupart s'attendent. La Russie fournit à l'Iran des données de ciblage en temps réel grâce à un satellite appelé Kayam, à l'origine un satellite de surveillance russe remis à l'usage iranien. Moscou transmet des positions précises de navires de guerre américains, d'avions et de systèmes de défense antimissiles dans le Golfe. Ils ne tirent pas eux-mêmes, mais ils indiquent exactement à l'Iran où viser. Du point de vue de la Russie, c'est un arrangement idéal. Chaque missile intercepteur américain tiré contre un drone iranien est un missile de moins disponible pour l'Ukraine. Chaque milliard dépensé dans le Golfe est un milliard qui ne va pas à la défense européenne. La Russie affaiblit les États-Unis sans dépenser un seul rouble dans le conflit et profite même de la crise pétrolière. Parallèlement, la Chine joue un jeu différent. Elle importe 72% de son pétrole, dont près de la moitié transite normalement par le détroit d'Ormuz. On pourrait penser que cela la pousse à vouloir stopper cette guerre à tout prix. Pourtant, l'Iran a discrètement accordé une exemption. Les navires chinois peuvent traverser le détroit alors que les autres sont bloqués. Ainsi, la Chine bénéficie de pétrole à prix réduit, tandis que le reste du monde paie plus de 90 $ le baril. Pékin utilise également ce conflit comme un exercice d'observation en conditions réelles, analysant le fonctionnement des groupes aéronavaux américains sous pression constante, étudiant la réaction des systèmes de défense antimissiles face aux essaims de drones et prenant des notes détaillées pour un scénario qui l'intéresse encore plus que l'Iran, Taïwan. Ni la Russie ni la Chine ne souhaitent une guerre directe avec les États-Unis, mais toutes deux sont parfaitement satisfaites de voir Washington s'enliser davantage dans ce conflit. Le problème nucléaire. C'est ici que les choses deviennent réellement inquiétantes. La justification initiale des frappes était que l'Iran était proche de fabriquer une arme nucléaire. Le problème, c'est que le directeur du renseignement national américain avait déclaré devant le Congrès, avant le début de la guerre, que l'Iran n'avait pas relancé son programme nucléaire après les frappes précédentes en 2025. C'est une contradiction majeure qui n'a toujours pas été résolue. Ce qui est en revanche vérifié et confirmé, c'est ceci. L'Iran possède actuellement au moins 440 kg d'uranium enrichi à 60%. Pour fabriquer une arme nucléaire, il faut atteindre 90%, donc ils n'y sont pas encore. Mais ce matériau existe, il est bien réel, et il est stocké dans des installations souterraines si profondes que même les bombes anti-bunker les plus puissantes de l'arsenal américain ne peuvent pas les détruire de manière fiable depuis les airs. La seule manière de sécuriser cet uranium serait d'envoyer des troupes directement en Iran. Cela n'a pas encore eu lieu, même si Trump l'a évoqué ouvertement sans l'exclure. Voici maintenant la partie qui empêche beaucoup de gens de dormir. Si le gouvernement iranien ne se contente pas de perdre ses dirigeants, mais s'effondre complètement en se fragmentant en factions armées rivales et seigneurs de guerre régionaux, qui récupère cet uranium? Des groupes qui n'ont rien à perdre et aucune raison de respecter les règles internationales. Le risque réaliste à court terme n'est pas que l'Iran construise une véritable arme nucléaire, mais plutôt une bombe sale, des explosifs conventionnels combinés à des matériaux radioactifs. Cela ne produit pas une explosion nucléaire, mais disperse une contamination sur une large zone, rendant des quartiers entiers inhabitables pendant des décennies et déclencherait presque certainement une réponse majeure d'Israël. Cette chaîne d'événements a une probabilité faible, mais elle n'est pas nulle, et elle devient de moins en moins improbable à mesure que la guerre se prolonge. L'arme économique. Il semble que l'Iran ait compris dès le début qu'il ne pouvait pas vaincre les États-Unis et Israël dans un affrontement militaire direct, et sa stratégie montre clairement qu'il ne cherche pas à le faire. À la place, il utilise sa position géographique pour rendre cette guerre aussi douloureuse que possible sur le plan économique pour tous les autres, en barriant que les gouvernements occidentaux finiront par céder sous la pression de leur population avant que l'Iran ne manque de mines et de drones. Et cela fonctionne. Les prix du pétrole ont dépassé les 100 $ le baril. L'essence commune aux États-Unis a augmenté de près d'$1 en un seul mois. Le diesel a franchi les 5 $ le gallon, travaillant très dur les entreprises de logistique et de transport.
Oxford Economics a analysé la situation et conclut que si le pétrole reste à une moyenne de 140 $ le baril pendant seulement 2 mois, certaines parties de l'économie mondiale basculeraient dans une légère récession, même si les États-Unis pourraient probablement l'éviter. Les analystes de TD Solutions estiment que les prix pourraient dépasser 150 $ le baril. Pour un ménage américain moyen, le Stanford Institute for Economic Policy prévoit une dépense supplémentaire de 740 $ en carburant cette année à cause de cette guerre. Panthéon Macroeconomics estime que l'augmentation des coûts du carburant réduit les revenus des ménages de 15 milliards de dollars chaque mois à l'échelle nationale. Et la guerre a coûté les États-Unis plus de 11 milliards de dollars en seulement 6 jours, même si ces dépenses sont ensuite descendues à environ 1 milliard par jour. La stratégie iranienne est simple, rendre la douleur économique si étendue et persistante que les électeurs occidentaux obligent leur gouvernement à trouver une issue. Et plus le détroit d'Ormuz reste perturbé, plus cette stratégie gagne en efficacité. 3 scénarios possibles. D'après la situation actuelle sur le terrain, 3 trajectoires sont probables. Le scénario A est le plus probable avec 65% de probabilité. La guerre se prolonge simplement. Les États-Unis et Israël continuent de frapper des cibles iraniennes depuis les airs, mais personne n'envoie de troupes au sol en raison du coût énorme, à la fois financier et politique. L'Iran continue de bloquer le détroit avec des mines et des drones, les prix du pétrole restent élevés et l'économie mondiale glisse lentement vers la récession. La Russie continue de profiter de la hausse des prix du pétrole, la Chine continue d'observer et d'analyser le fonctionnement de l'armée américaine. La guerre ne connaît pas de conclusion claire. Elle devient une situation épuisante et coûteuse qui dure des mois, voire des années, sans jamais entraîner les grandes puissances mondiales dans un conflit direct. Le scénario B a une probabilité de 25% et se termine avec des troupes occidentales sur le sol iranien. La campagne de bombardement fonctionne trop bien. L'Iran ne se contente pas de s'affaiblir, le gouvernement s'effondre complètement. Le pays se fracture sur les lignes ethniques et religieuses, différents groupes armés commencent à se battre pour le contrôle du territoire, et soudain, ces 440 kg d'uranium enrichi se retrouvent dans un pays sans autorité centrale. À ce moment-là, les États-Unis auraient probablement pas le choix d'envoyer des forces pour localiser et sécuriser ces matériaux nucléaires avant qu'ils ne tombent dans des mauvaises mains. Ce n'est pas une troisième guerre mondiale au sens traditionnel, mais cela impliquerait une présence militaire occidentale massive et prolongée dans un pays fragmenté affrontant plusieurs groupes armés. Cela vous rappelle quelque chose ? Et une crise de réfugiés suffisamment importante pour engorger la Turquie et se répandre en Europe avec des conséquences durables. Le scénario C a une probabilité de 10% et correspond réellement à un scénario de Troisième Guerre mondiale. Et voici le point important. Il ne nécessite pas qu'un acteur décide délibérément de déclencher une guerre mondiale. Il suffit d'une seule chaîne d'événements catastrophiques. S'il est prouvé que des données satellitaires russes ont directement conduit à la mort d'un nombre significatif de soldats américains, par exemple en aidant l'Iran à couler un navire de guerre, la pression sur Washington pour frapper directement la Russie deviendrait extrêmement difficile à ignorer. Si le blocus iranien cesse de laisser passer les navires chinois, que ce soit à cause de l'effondrement du gouvernement ou d'une décision imprudente des gardiens de la révolution, et que des pétroliers chinois commencent à être visés, toute la stratégie de la Chine changerait immédiatement. Une Chine à court de pétrole et confrontée au chaos économique interne pourrait envoyer sa marine dans le Golfe, et tout affrontement direct entre les forces américaines et chinoises serait très difficile à contenir. Enfin, si ce qu'il reste du régime iranien face à une destruction totale parvient à assembler et déclencher ne serait-ce qu'un dispositif nucléaire rudimentaire, les règles qui ont empêché l'utilisation d'armes nucléaires depuis 1945 s'effondreraient du jour au lendemain. Alors, sommes-nous en pleine Troisième Guerre mondiale ? Non. La raison la plus claire est aussi la plus cynique. La Russie et la Chine gagnent davantage d'argent et de terrain stratégique en restant en dehors du conflit qu'en y entrant directement. Cet intérêt personnel constitue actuellement la barrière la plus solide entre une guerre régionale dévastatrice et un conflit capable de bouleverser la civilisation. Mais plus cette situation dure sans solution, plus les occasions de dérapage augmentent. La différence entre le scénario A et le scénario C ne dépend pas probablement d'une décision volontaire. Elle pourrait simplement tenir à une très mauvaise journée.